8 partis politiques ont déposé leur dossier sur 13 attendus pour compétir aux législatives du 8 janvier 2023 en attendant le dernier mot de Saka Lafia, président de la Sénat, et ses collaborateurs qui décideront lesquels des 8 partis pourront réellement se mettre sur la ligne de départ pour Porto Novo en 2023. Au lendemain de la clôture du dépôt des dossiers et à la faveur de la publication des listes de candidatures par les partis, les positionnements opérés font objet de beaucoup de débats et semblent créer de frustration, surtout dans les grands blocs. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend du moment où vous nous recevez. La guerre des positionnements qui semble naître n'est-elle pas de nature à créer de discorde et constituer un premier pas vers l'échec? Quelle appréciation faire du positionnement de la jeunesse sur les listes électorales? Quel type de femme pour la 9e législature? La détermination de l'opposition donne-t-elle des frissons à la mouvance présidentielle? Autant de préoccupations à aborder au cours de ce numéro de votre émission, Ma part de vérité. Législative 2023, les positionnements source de frustration, c'est le thème de ce jour. Et notre invité, Romaric Soton, conseiller municipal suppléant à Porto Novo, ancien coordonnateur national du projet Talon Caution 2021. Monsieur Romaric Soton, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gauthier, bonjour chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec mon collègue et ami Aristide Kanoso. Aristide, bonjour. Bonjour à vous, Gauthier Serodé. Bonjour à tous les téléspectateurs, ceux-là qui ont déjà pris le rendez-vous de l'émission Ma part de vérité. Aujourd'hui, nous entendrons la vérité naturellement de Romaric Soton qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau après cette étape justement de dépôt des dossiers à la Sénat par les candidats justement ou les partis politiques aspirant à siéger aux législatives, à la 9e législature pour être plus clair. Alors, Romaric Soton, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, une question qui va permettre d'avoir une idée claire sur ce que nous voulons faire ce matin, sur la part de vérité que vous voulez donner. Est-ce que vous êtes candidat? Merci beaucoup pour cette question. Je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat? Je préfère être direct. En tout cas, je ne suis pas en lice. Jusqu'à l'instant où je parle, je ne suis pas en lice. Est-ce que vous avez déposé un dossier pour être candidat pour les législatives de 2020? Bien évidemment, comme tout jeune qui milite et qui a milité suffisamment au sein d'un parti politique, j'ai déposé mon dossier et mon parti a fait son choix. Il se fait que je fais partie de ceux qui n'ont pas été retenus pour représenter mon parti à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale dès les prochains mois. Romaric Soton, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça fait de se sentir écarté, de ne pas participer à une élection? Merci beaucoup. Je ne dirais pas écarté parce que beaucoup ont déposé les dossiers. Beaucoup ont déposé leurs dossiers et on ne peut pas, bien évidemment, retenir tout le monde. Il faut forcément essayer de voir selon un certain nombre de critères et selon l'enjeu également de la circonscription, selon certaines réalités que ceux qui ne sont pas positionnés peut-être ignorent. Donc, je voudrais rassurer que tous ceux qui ont déposé leur dossier ne sont pas retenus et ne peuvent même pas être retenus sur la liste. Quel est votre regard sur les positionnements qui ont été faits? Merci beaucoup pour cette question. Je suis d'abord très heureux de me retrouver ici pour dire ma vérité, rien que ma vérité, de ce thème, les positionnements pour les législatives de 2023. Je peux dire tout simplement que nous avons devant nous une législature qui est en train de finir et une nouvelle qui veut commencer. Et la législature qui veut commencer n'est pas une législature ordinaire, mais plutôt une législature de transition. Et les positionnements ont
également tenu compte un tant soit peu de l'enjeu de cette législature pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui dans tous les partis qui sont en train de vouloir compétir. Et nous allons avoir, selon la version de la Sénat, dès les prochains jours, les partis qui vont réellement compétir. Et je peux dire tout simplement que dans un premier temps, nous avons constaté, pas avec beaucoup de joie, que certaines personnes qui peut-être devraient se retrouver sur certaines listes ne se sont pas retrouvées là-dessus. Mais en examinant un peu la chose, en étudiant, en nous mettant un peu dans la peau de ceux qui ont opéré ces positionnements, en écoutant également les responsables, certains responsables de nos partis, nous nous sommes rendus compte que ça ne pouvait être ça. Ça ne pouvait qu'être ça. Peut-être que les positionnements devaient se passer autrement, mais nous aurons le temps de revenir sur certains détails afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de mettre dans « ça ne pouvait qu'être ça ». Et ma position, elle est tout simple. La fête aura lieu pour la victoire de tous les partis qui auront mérité la confiance de la population béninoise le 8 janvier prochain. Romaric Sauton, qui fait les positionnements? Ce sont les responsables des partis qui font les positionnements. Vous en êtes sûr? Bien évidemment. Qui peut faire les positionnements à part les responsables des partis? Nous attendons dans les couloirs que les positionnements viennent de là-haut. Non, mais il ne faudrait pas que nous nous laissions avoir par ces rumeurs. Ce sont des rumeurs, on est d'accord. Nous n'allons pas non plus dire tout de suite que le chef de l'État n'a peut-être pas son mot à dire dans les positionnements des partis, des militants des partis de la mouvance présidentielle. Là, il faut le préciser. À des moments donnés, si les partis se retrouvent en difficulté, étant donné qu'il est le chef de la mouvance présidentielle et que ces partis aujourd'hui sont ceux de la mouvance présidentielle, forcément, ils peuvent le consulter et il va donner son avis, mais dit que c'est le chef de l'État ou le président Patrice Talon, qui est le chef de la mouvance présidentielle, qui prend les listes et qui les réalise, qui réalise tous les positionnements. Moi, je pense que c'est tout à fait faux parce que nous avons vu certaines réalités dans certaines circonscriptions qui montrent que réellement, compte tenu de l'enjeu de la circonscription, oui, les responsables qui sont là, ceux qui représentent le parti au niveau départemental, ont tenu compte de certains enjeux, de certaines réalités pour effectuer les positionnements. Monsieur Romaric Sauton, vous êtes jeune, dans un contexte où chaque parti a eu le temps de promettre à la jeunesse qu'elle aura une place dans la prochaine législature. Et voilà, après le 2 novembre, date du dernier jour de dépôt des dossiers, on constate que ce n'est pas forcément le cas, puisque nous avons noté qu'il y a de mécontentement, de frustration, beaucoup dans le camp de la jeunesse et surtout au niveau des grands blocs politiques. Vous êtes jeune. Est-ce que ça ne vous fait rien? Merci encore pour cette question. Je ne peux pas me voiler la face. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est vrai. À partir du moment où nous avons vu les listes publiées, nous avons été en un premier temps déçus, et comme beaucoup de jeunes, parce que dire qu'il n'y a pas eu de frustration, c'est se mentir, c'est se leurrer, c'est se foutre de la jeunesse béninoise. Mais plus tard, comme je l'ai dit tantôt, nous avons essayé de comprendre les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes n'ont pas été positionnés. Il y a des jeunes qui ont été positionnés. Vous avez essayé de comprendre bien, ils ont pu vous convaincre? Moi, je peux vous dire jusque-là, personne m'a dit quoi que ce soit, personne n'est allé me voir pour dire, bon, voilà les raisons pour lesquelles tu n'es pas positionné. Je n'ai même pas cherché encore à avoir les raisons, mais j'ai essayé de faire l'analyse à mon niveau, en écoutant aussi des gens à distance, des interventions de certains responsables également. J'ai essayé de comprendre. Je disais tantôt que ce serait se mentir que de dire que nous ne sommes pas déçus quelque part, parce que il y a plusieurs milliers de jeunes qui comptent sur vous, il y a plusieurs milliers de jeunes qui ont placé leur confiance en vous et qui
pendant que vous étiez en train de militer, pendant que vous militez, espèrent quand même vous retrouver quelque part pour que cela soit une source de motivation pour eux, afin qu'ils puissent militer comme vous. Vous voyez, bon, la plupart de ces jeunes, quelque part, ont été déçus, mais nous avons commencé un travail. Parce que dans un parti, il faut forcément la discipline. On est d'accord? Dans un parti, il faut chercher à comprendre pourquoi telle décision, pourquoi telle décision. Et c'est en comprenant que vous pouvez mieux aguerrir ceux qui sont derrière vous, les militants qui ont placé leur confiance en vous. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons commencé, on est d'accord, par rassurer les uns les autres, afin que le parti que nous représentons, ou le parti dans lequel nous nous retrouvons, puisse davantage avoir la confiance de la jeunesse, parce que il y a toujours un temps pour chaque chose, on est d'accord? Donc nous sommes en train de travailler afin que cette transition, ce passage de témoin entre aînés et la jeunesse soit effectif. Alors, quand on parle de frustration, puisque le travail commence maintenant, que les listes sont connues, et vous savez le poids de la jeunesse. Si la jeunesse est mécontente, c'est pourquoi on a dit, est-ce que ce n'est pas un pas vers l'échec pour ces partis où la jeunesse n'a pas eu ce qu'elle attendait? Est-ce que vous pensez que le travail sera fait véritablement pour que ces partis-là aient la victoire? Bien évidemment, j'ai commencé par dire tantôt que beaucoup ont déposé leur dossier, mais tous ne peuvent pas être retenus. Autrement dit, est-ce que vous n'allez pas finalement jouer contre votre propre camp, puisque vous n'avez pas été positionné? Bien sûr que non, parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit du militant. C'est quoi un militant? On n'est pas dans un parti pour forcément être positionné à une échéance électorale. On est dans un parti pour une carrière politique. On est dans un parti pour représenter ces jeunes qui n'ont pas ce sang politique qui coule dans leurs veines. On est dans un parti pour défendre toute une génération ou plusieurs générations. On est dans un parti pour travailler afin que les générations futures ne payent plus le même prix que nous payons aujourd'hui. Et quand on parle d'un parti, c'est d'abord une vision, c'est d'abord un idéal. Et quand vous épousez l'idéal de votre parti politique, c'est que vous avez pris l'engagement de faire chemin avec ce parti politique. Nous avons épousé un idéal, nous avons épousé la vision de notre parti politique. Même si le bureau politique fait des positionnements qui ne vous sied pas. Et j'allais finir, et nous avons pris l'engagement d'aller dans la direction de notre parti politique. Et nous avons l'obligation de défendre les intérêts de notre parti politique. Et donc nous ne pouvons pas nous tirer entre les pattes nous-mêmes. Nous avons quand même l'obligation de faire en sorte que, aujourd'hui, ceux qui peut-être, ça et là, ont été déçus parce que, je l'ai dit, au lendemain de tout positionnement, il y a forcément de frustration. Quelle que soit la liste qui sortira, même si on avait pris Romary Sauton comme tête de liste de sa circonscription électorale, d'autres jeunes seront forcément frustrés. Donc, il y a forcément ce travail que nous avons commencé par faire. Nous travaillons, nous avons commencé par rassurer les uns et les autres, et nous n'allons pas nous rebeller contre notre propre famille politique. Romary Sauton, votre propre famille politique, dites-vous, rappelez-moi le bloc auquel vous appartenez. Je suis membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Alors, l'Union progressiste Le Renouveau, vous parlez de militantisme où des gens devraient être positionnés à des endroits, mais finalement n'ont pas été positionnés. Sur quelle base est-ce que vous estimez que ces gens-là devraient être positionnés, par exemple? Vous savez, il y a beaucoup de critères qui ont aidé le présidium de l'Union progressiste Le Renouveau, par exemple, à positionner tel ou tel candidat. Il y a le taux de popularité, il y a la façon dont la personne draine un monde derrière elle, et il y a également la carrure politique. On est d'accord? Il y a que vous devez être en phase avec la justice béninoise. Vous ne devez pas avoir de problème avec la justice béninoise. Vous devez avoir forcément vos pièces à jour pour prétendre aller aux élections. Même quand vous remplissez toutes ces conditions, il y a également l'enjeu politique de votre zone électorale. Il y a l'enjeu politique de votre circonscription électorale. Il y a les réalités de votre circonscription électorale qu'il faut prendre en considération pour vous positionner. Je parle de ceux qui ont été écartés, parce que vous avez dit que ce serait se voiler la face de ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de mécontentement, parce que certains qui devraient être positionnés n'ont pas été positionnés. Pourquoi estimez-vous que ceux-là devraient être positionnés? Non, mais je n'ai jamais dit
certains qui devraient être positionnés, mais j'ai plutôt dit certains qui pourraient être positionnés. Alors pourquoi c'est parmi ceux qui pourraient être positionnés qu'on a positionné un certain nombre. Donc tous ceux qui pourraient être positionnés ne seraient forcément pas positionnés. Et donc j'ai dit, quelle que soit la liste qui sortira, nous aurons forcément de frustration. Et nous avons commencé, tant qu'au niveau de la jeunesse qu'au niveau de la femme, ou je dirais toutes les générations d'ailleurs, nous avons commencé par faire un travail de fond pour non seulement rassurer déjà ceux qui sont là, mais pour aller au front afin de ratisser l'âge. Est-ce que vous avez l'impression que le changement de la tête de votre bloc à la dernière minute, c'est-à-dire on a changé de président, est-ce que ça a contribué à ce que vous êtes en train de vivre ce calvaire-là en ce moment? Calvaire, je ne sais pas trop ce que vous voulez mettre dans calvaire, le fait de ne pas... Si vous êtes mécontent? Non, j'ai été frustré, je l'ai dit tantôt, je ne suis pas mécontent. D'accord, vous avez été frustré? J'ai été frustré parce que je ne me suis pas retrouvé sur la liste, non parce que personnellement Romaric voulait coûte que coûte se retrouver sur la liste, mais parce que beaucoup de jeunes comptaient sur le positionnement de Romaric Sautant. On est d'accord. Mais aujourd'hui, en tenant compte des réalités qui ont amené les responsables à ne pas me positionner, je ne suis pas le seul dans le cas. Quelle est la démarche que vous avez menée pour savoir les réalités qui les ont amenés à ne pas vous positionner? Vous êtes allé les voir? Comme je l'ai dit tantôt, nous avons... Ou bien vous êtes resté dans votre coin pour analyser? Non seulement nous avons analysé à notre niveau, mais également nous avons écouté certains responsables qui se sont expliqués. Ce n'est pas qu'on est allé nous voir, mais en donnant des explications dans des réunions, nous avons quand même compris le pourquoi de ces positionnements, de la présence de ces gens-là sur la liste de notre parti, dans notre circonscription électorale plus précisément. Et donc, la jeunesse a été, si je comprends bien votre analyse, la jeunesse a été sacrifiée pour donner plus de chance à ces blocs-là qui ont préféré miser sur ces potentiels candidats qui ont plus de chances, qui ont la capacité de drainer plus de monde derrière. La jeunesse est sacrifiée, et si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Il y a la jeunesse physique et la jeunesse état d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez avoir plus de la soixantaine et dans votre discours, le jeune physique va mieux se retrouver que dans celui d'un jeune qui peut-être à la trentaine ou à peine 25 ans et qui est à la fleur de l'âge. On est d'accord? Donc, avant tout, la jeunesse, c'est un état d'esprit et je n'ai pas vu des vieux, en tout cas, je veux parler de mon parti politique, je n'ai pas vu positionner trop de vieilles têtes des gens qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans l'effervescence de la jeunesse. On est d'accord? J'ai vu un peu partout, dans presque toutes les circonscriptions électorales, des gens qui mènent le même combat que nous menons au sein de la jeunesse. Donc on ne va pas dire que la jeunesse a été sacrifiée. C'est vrai qu'il y a d'autres jeunes qui ont assez de potentialité, qui peut-être seraient positionnés pour... Parce que j'ai entendu l'un des membres du Présidium dire que, vous savez, toute œuvre humaine souffre forcément d'insuffisance. La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Du coup, en se focalisant sur certains critères, le Présidium également peut ne pas avoir toutes les informations relatives au positionnement d'un individu. Mais ils ont tenu compte des informations qu'ils avaient à une date donnée pour pouvoir positionner les gens. Voilà, donc je ne dirais pas que la jeunesse a été sacrifiée, mais je dirais plutôt que tous les jeunes ne peuvent pas être positionnés. Que dites-vous de ceux qui estiment que ces jeunes qui réussissent à se faire positionner, c'est des jeunes qui ont forcément un parrain dans le bureau politique? Vous savez, lorsqu'on parle de parrainage, je fais partie de ceux-là aujourd'hui qui sont farouchement contre ça. Mais ça existe, la pratique? Bon, vous savez, ça avait toujours existé. Je ne sais pas si ça continue d'exister, mais pour ce que je sais, un jeune doit pouvoir travailler pour mériter son positionnement sur une liste. Et même si le jeune travaille n'importe comment et à un moment donné n'est pas positionné, cela ne doit pas émousser ses ardeurs.
Il doit toujours continuer par travailler. C'est vrai, il ne faut pas travailler toute sa vie espérant un jour qu'on vous positionne. Mais nous devons aller au-delà de ce qu'un individu ordinaire donne. Parce que quand vous prenez, que ce soit un parti politique ou une entreprise, les gens ont besoin de ce que les autres n'ont pas. Les gens ont besoin de voir ce que vous offrez de mieux que ce que les autres offrent. Parce que si vous faites ce que tout le monde fait, vous aurez le même résultat que tout le monde aura. Mais quand vous donnez plus que ce qu'un individu ordinaire donne, forcément, les gens vont vous donner raison. Vous avez tenté d'esquiver la question, mais je vous la repose. Est-ce que vous avez l'impression que l'arrivée de Joseph Dogbenou a contribué à la frustration que vous vivez, ou bien que vous avez vécue? Et je vous ai dit, j'ai été frustré. Oui, est-ce que son arrivée aurait contribué à cette frustration, ou il aurait bouleversé les cartes? Que le président Dogbenou soit l'actuel président ou qu'il ne soit pas là, j'ai bien dit, je le disais tantôt, au lendemain de tout positionnement, il y a toujours de frustration. Hier, ce n'était pas mon cas. Aujourd'hui, j'ai été frustré. Je ne suis plus frustré là où je suis parce que c'est déjà, ça fait partie du passé et nous travaillons désormais pour relever les prochains défis de notre parti politique. Je vais dans le même sens pour vous, pour dire que ce n'est pas qu'au niveau de l'UPR qu'on sent de frustration, mais c'est un peu partout dans les grands blocs. Au niveau du BR, par exemple, la même situation se présente. À vous, Oui, mais au moins au niveau du bloc républicain, les chiffres ont démontré que les jeunes et les femmes ont été plus positionnés, en tout cas à en croire Abdoulaye Biotchane, le secrétaire général. Vous avez les chiffres de l'Union progressiste, je dis le à renouveau. en croire ce que le SGN a dit. On accuserait, par exemple, Dogbenou de ne pas avoir donné aussi les chiffres comme l'autre l'a fait. Peut-être. Alors, moi, je suis certain cette fois-ci, Romaric Sauton, d'avoir noté mot pour mot ce que vous avez dit dans votre développement il y a un moment. Vous avez dit que vous êtes rapproché, ou vous avez discuté avec certains responsables pour savoir le pourquoi de la présence de ces gens-là sur la liste de votre circonscription électorale. De ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Ça veut dire qu'ils ont quitté autre circonscription électorale, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je n'ai pas dit... Vous avez dit ces gens-là. Je n'ai pas dit... mot pour mot ce que vous avez dit, j'ai plutôt dit, j'ai cherché à comprendre le pourquoi on n'a pas positionné certaines personnes. On est d'accord? Pourquoi est-ce que certaines personnes ne se sont pas retrouvées en lice? Et les explications nous ont été apportées. Et je disais tantôt que... Alors ceux qui sont positionnés actuellement, est-ce qu'ils sont de votre circonscription électorale? Quand vous prenez ma circonscription électorale, je suis de la 19e circonscription électorale. Et vous la connaissez? Dans je connais tous ceux qui ont été positionnés. Est-ce que vous estimez qu'ils ont plus de trempes, plus de carrures que vous? Non, on ne dira pas qu'ils ont plus de carrures que moi ou que ceux qui ne sont pas positionnés. Mais je l'ai dit, à un moment donné, il y a forcément quelque chose qui amène les responsables d'un parti à positionner un individu X au détriment d'un individu Y. Non pas parce qu'on ne veut pas voir l'individu Y sur la liste, mais il y a les enjeux qui varient d'une circonscription à une autre. Je parlais de la 19e circonscription. Vous savez, il y a de cela quelques temps, quelques mois, il y a eu un mariage entre l'Union progressiste, le Renouveau, et le Parti du Renouveau démocratique, qui ce mariage a donné naissance à l'Union progressiste. Bon, je dirais SUP et SPRD. Oui. Se sont mariés. Parlons de ça, vous étiez dans PRD ou bien vous étiez dans UP au départ? UP, j'ai un long parcours politique. J'étais membre du Parti du Renouveau démocratique avant la création de l'Union progressiste. Et dès la création de l'Union progressiste, j'ai retrouvé mieux ma vision au sein de ce parti. J'ai systématiquement adhéré. Donc vous aviez adhéré même avant la fusion? Bien sûr, j'étais UP avant la naissance de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc à la création de l'Union progressiste Le Renouveau, je faisais partie de ceux qui se retrouvaient du côté de l'SUP. Est-ce que vous avez le sentiment que les militants de l'SPRD ont bénéficié de plus de positionnement que vous qui avez milité pour UP? Non, je ne dirais pas ça, mais je dirais plutôt qu'il y a eu l'équilibre. Il y a eu l'équilibre. Lorsque vous regardez un peu la liste, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose, même si ce ne sont pas les mêmes positionnements. Si je dois donner des chiffres, c'est approximativement 50%, 50%. Voyez-vous? Donc le PRD a eu la tête de liste dans certaines circonscriptions électorales.
dans certaines circonscriptions, dans ma circonscription par exemple, c'est le PAD qui est en tête de liste. Donc le jeu est équilibré. Le jeu, parce que vous parlez de la tête de liste, il n'y a pas que la tête de liste. Oui. Il n'y a pas que la tête de liste. N'importe comment l'un des deux partis allait avoir la tête de liste. Eh bien, c'est le PAD, encore que, vous savez, c'est le fief traditionnel de l'Est-PRD. C'est le fief traditionnel. C'est chez nous, c'est la réalité de chez nous, et c'est ce qu'il faut pour que nous puissions avoir la victoire écrasante de notre parti. Romaric Sauton, vous semblez être très attaché au mot militantisme. Est-ce que depuis votre adhésion au parti Union Progressiste Le Renouveau jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez déjà trop fait pour mériter un positionnement? Trop fait, peut-être assez fait, mais je ne dirais jamais que j'ai trop fait tant qu'il y a encore des choses à faire. Vous venez de faire combien d'années de militantisme? Même année d'existence que mon parti. Ça vous va comme ça? Et ça vous suffit? Non, mais mon rêve le plus grand, c'est que mon parti vive aussi longtemps que possible et que je demeure membre, militant et engagé et très actif de mon parti politique. Qui peut être frustré s'il n'est pas positionné? Frustré, comme je ne sais pas pourquoi est-ce que vous tenez si tant à l'expression frustration. À la frustration. Même si la frustration vous est déjà passée, nous on retient quand même que vous avez à un moment donné, vous avez été frustré. Non, on ne va pas se leurrer. Je l'ai dit, je l'ai avoué, dès la publication de la liste, j'ai été frustré. Non pas pour mon intérêt personnel, parce que beaucoup de jeunes comptaient sur moi, je l'ai encore répété une nouvelle fois, mais j'ai compris les raisons pour lesquelles je ne me suis pas retrouvé en liste. Et j'ai compris également ce que j'ai à faire pour que nous puissions gagner. Parce qu'il n'y a pas que les dépôts sélectifs. On est d'accord, il n'y a pas que des avantages du genre lorsque vous militez au sein d'un parti politique. Je ne le dis pas forcément pour que demain je sois promu quelque part, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui travaillent pour l'enracinement du parti, il y a des gens qui travaillent, il y a des jeunes qui travaillent pour le rayonnement de l'Union Progressiste, le renouveau. Et assurément, vous allez voir, ces jeunes, ou quelques-uns de ces jeunes, encore qu'on ne peut jamais faire la promotion de tous les jeunes, quelques-uns de ces jeunes, dès les jours, ce que je dis n'engage que moi, parce qu'on ne me l'a pas dit, ce n'est pas un engagement de mon parti, mais je pense que c'est l'ordre normal des choses, que ceux qui travaillent soient encouragés pour que ceux qui sont derrière, qui les observent, puissent leur emboîter les pas. Monnayez-nous un peu ce que vous mettez dans le travail. Est-ce que les jeunes doivent attendre les dernières minutes des élections pour commencer par distribuer quelques t-shirts, quelques vivres, pour attendre d'être positionnés? Ou bien qu'est-ce que vous mettez dans le militantisme concrètement? Vous savez, on milite au jour le jour. Et le travail, ça se fait comment? Qu'est-ce que vous mettez dans ce travail? C'est quoi militer? D'abord, militer, c'est un don de soi à son parti politique ou à son organisation. Et comment on fait ce don de soi? Le don de soi, c'est à travers des réflexions menées pour proposer des activités pour l'animation de la vie politique de votre parti. Vous en avez proposé, vous? Suffisamment, j'en ai proposé, j'en ai conduit moi-même, puisque dans le militantisme, il y a que vous devez également sortir les moyens de votre poche pour pouvoir participer à la vie politique de votre parti politique. Donc vous participez, vous cotisez normalement? Bon, écoutez, de façon très active, parce que ce qui même donne l'engouement, ce qui amène la jeunesse à adhérer à un parti, au-delà de la vision, au-delà de l'idéal politique, il y a la façon dont la vie politique est animée dans le parti. Et nous faisons, vous pouvez vous renseigner, Romaric Sauton dans la 19e, plus précisément dans Porto Novo, je fais partie en tout cas de ces jeunes qui travaillent suffisamment pour le rayonnement de notre parti UP Le Renouveau. Nous allons changer de sujet. Les femmes, elles, ont bénéficié d'une discrimination positive. Oui. Elles ont d'office 24 sièges à l'Assemblée nationale sur les 109. Dans la mise en application, quelle lecture avez-vous fait dans l'ensemble des partis politiques qui sont en lice? Je voudrais, avant de vous répondre, remercier le chef de l'État qui a pesé de tout son poids pour aujourd'hui mettre en valeur la gente féminine et pour que les femmes aujourd'hui puissent avoir la garantie qu'elles auront au moins 24 sièges à l'Assemblée nationale. C'est, comme vous l'avez dit, une discrimination positive.
Moi, j'apprécie parce que ce que nous observons aujourd'hui, après ce droit acquis par la gente féminine, est que les femmes bougent beaucoup plus les lignes en politique. Parce que pour être celle qui aura le poste de titulaire sur cette liste supplémentaire, parce que c'est une liste supplémentaire dans chaque circonscription électorale, pour mériter d'être titulaire là ou même suppléante de la titulaire, vous avez besoin de travailler pour le rayonnement de votre parti politique. Que vous soyez de n'importe quel parti politique, vous avez forcément besoin de montrer qu'il y a quelque chose en vous qui peut aider le parti à s'enraciner davantage. Et c'est ce qui aujourd'hui motive plus de femmes. Parce que c'est un poste réservé exclusivement à la femme. Aucun homme ne peut occuper ce poste. Du coup, les femmes ont commencé par montrer leur leadership, par faire valoir leur leadership, par apprendre. Parce que même militer, c'est apprendre. On est d'accord? Donc, il y a plein de femmes aujourd'hui qui bougent les lignes, qui ne bougeaient pas les lignes hier parce qu'il n'y avait peut-être pas cette discrimination positive. Vous savez, la femme est un sexe faible, naturellement. Elles ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Oui, elles sont considérées comme... Elles sont conscientes, quand bien même aujourd'hui on parle de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est d'ailleurs ce qui vous amène à parler de discrimination positive. Parce que en temps normal, on ne devait pas avoir cette discrimination, étant donné que la femme est égale à l'homme. Mais il y a cette discrimination parce que, qu'on le veuille ou pas, vous savez, il y a le manteau de Marie qui fait que beaucoup de femmes ne militent pas dans les partis politiques. Pourquoi? Parce que là où il y a le mari, généralement, là où le mari participe à certaines prises de décision, il n'aime pas être contredit par sa femme de façon spéciale et de façon générale par la femme. On est d'accord? Et les femmes aujourd'hui travaillent suffisamment pour montrer qu'elles peuvent donner plus que ce que la société imagine qu'elles pourraient donner. Donc cette discrimination positive amène nos femmes, nos mamans, nos sœurs à travailler suffisamment pour s'affirmer politiquement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un simple vent? Parce que certains estiment qu'on aurait pu maintenir le nombre de députés à 83 pour exiger 24 sièges aux femmes au lieu de pousser jusqu'à 109 et toujours exiger 24 sièges. Est-ce que cette discrimination permet à la femme véritablement de s'affirmer à l'Assemblée nationale? Vous savez, quand on parle de loi, il y a d'abord l'esprit de la loi. Il y avait déjà le besoin d'augmenter le nombre de sièges total au Bénin. Parce qu'on avait 83 sièges depuis le renouveau démocratique, depuis 1991, où je crois, la première législature a commencé en 91. Donc nous avions déjà les 83 sièges, mais la population béninoise en 91 n'est plus la même aujourd'hui. Donc au fur et à mesure que la population va augmenter, nous allons sentir ce besoin-là d'augmenter, pourquoi pas, le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Et c'est la positivité de la discrimination que nous recherchons dans cette augmentation de députés. 109 et 24, l'écart, il est grand. Oui, mais c'est quand même un pas. Pour un voyage de 1000 km, il faut forcément un premier pas. Parce que si on ne pose pas ce premier pas, comment on pourra réfléchir pour discriminer positivement davantage? La question que je m'avais vous poser, est-ce que vous ne pensez pas que la jeunesse a besoin d'une telle discrimination? Parce que vous allez me dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, à 60 ans, certains acteurs pensent qu'ils sont toujours jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse redéfinir les choses? Peut-être l'âge, peut-être l'expérience, pour dire, dans cette législature, nous voulons un tel nombre de jeunes, comme on l'a bien spécifié pour les femmes, tout en précisant la tranche d'âge. Vous ne pensez pas que la jeunesse mérite une telle discrimination? Si celui qui a 60 ans se dit jeune, vous êtes d'accord avec moi que si moi, je me mets à côté de lui, tout de suite, on voit qui est vraiment le jeune. Maintenant, parlant de la discrimination politique, la jeunesse est un état d'esprit, dit-on. La jeunesse est avant tout un état d'esprit. Mais nous n'allons pas perdre de vue l'existence d'une jeunesse physique, d'une jeunesse
qui est le fer de lance de tout développement. Merci. C'est ça. Et quand on parle généralement de la jeunesse, hein, sans pour autant en abuser, vous savez, c'est toujours dans l'ordre de 18 ans, parce qu'avant 18 ans, vous n'êtes pas jeune, vous êtes adolescent. C'est toujours dans l'ordre de 18 ans jusqu'à la quarantaine, 45. Mais au-delà de 50 ans, vous êtes déjà dans le troisième âge. Vous êtes d'accord avec moi? Et qui dit troisième âge ne dit pas forcément la jeunesse. Et il y en a beaucoup qui se considèrent encore jeunes maintenant. Oui, justement, parce que nous ne devons pas perdre de vue que la jeunesse est aussi un état d'esprit. Oui. Là, dans son discours, il est jeune. Dans ses faits et gestes, il est jeune. Mais il n'est pas jeune physiquement. À côté de quelqu'un qui, dans son discours, reste jeune, si vous voyez un jeune physique qui, aussi dans son discours, est jeune, vous allez préférer ce jeune-là plus que celui qui est d'un certain âge et qui se dit jeune. Romaric Sauton, restons dans ce discours de vieux et de jeunes. Il y a de ces députés-là qui ont déjà une vieillesse de 2-3 mandats législatifs, Oui. à qui on avait dit même qu'ils ne devraient plus se présenter, mais ils se sont levés, ils ont dit que la loi n'est pas rétroactive. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter la place avec les jeunes que vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Avant de répondre à votre question, je crois que je n'avais pas fini de répondre à la question de Gauthier, Oui, allez-y. qui parlait d'une discrimination positive à l'endroit de la jeunesse. Vous avez dit que je dirais que la jeunesse béninoise est l'une des plus valeureuses jeunesses du monde. La jeunesse béninoise. Nous n'allons pas nous foutre de la jeunesse en disant qu'il faut forcément voter une loi pour sécuriser les sièges des jeunes à l'Assemblée nationale. C'est se moquer de la jeunesse. C'est penser que la jeunesse n'est pas capable de prendre ses responsabilités. La jeunesse béninoise a tout ce qu'il faut pour... vous savez, la politique est une question générationnelle. La politique, je suis peut-être en train d'anticiper un peu sur la question de l'autre côté. Les jeunes aujourd'hui travaillent et montrent qu'ils ont la capacité, ils ont la potentialité qu'il faut. Ils ont tout le bagage. Parce qu'il y a des gens qui sont, au-delà de leurs aptitudes, ils ont tout le bagage intellectuel qu'il faut. Ils sont intellectuellement épanouis et ils maîtrisent mieux les réalités de la jeunesse. Parce qu'il n'y a pas mieux pour parler de la jeunesse qu'un jeune. On est d'accord? Et les actes que nous posons, parce que nous avons le sang jeune, montrent que nous avons besoin d'être considérés. Et la jeunesse constituant plus de la moitié de la population de toute nation, d'ailleurs de l'Afrique. Parce que l'Afrique a une population jeune. Très jeune. Si les jeunes aujourd'hui se lèvent et décident de quoi que ce soit, je crois que ça va s'imposer à tout notre pays. Sauf que nous manquons peut-être pas en droit d'organisation. Nous manquons pas en droit d'organisation. Nous manquons de conviction. Il y a le sérieux également quelque part qui manque à notre jeunesse, à la jeunesse que nous représentons. On est d'accord? Mais nous travaillons parce que ça va de mieux en mieux. C'est pour cela que je disais que la jeunesse béninoise est l'une des plus valeureuses jeunesses du monde entier, et celle de l'Afrique, en tout cas, et celle de la sous-région. Et justement, Et je vais finir en disant, oui, nous n'avons pas besoin qu'il y ait une loi pour parler de la discrimination positive à l'endroit de la jeunesse. Moi, je suis contre, et je pense que tous les jeunes seront contre. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de montrer, d'ailleurs nous démontrons déjà notre capacité à prendre nos responsabilités, notre capacité à diriger, notre capacité à représenter non seulement la jeunesse, mais toutes les générations. Où que ce soit, quel que soit le poste de responsabilité qu'on va nous confier, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et nous travaillons même pour, je ne dirais pas renverser la tendance, parce que nous travaillons de manière, de concert avec les aînés, pour que le passage de témoins se fasse de la manière la plus apaisée, la plus catholique, si je peux m'exprimer. Apparemment, les aînés ont de difficultés à vous passer la main, parce que peut-être ils ont peur du sérieux dont vous feriez peut-être preuve là-bas. Vous avez posé tantôt une question, oui, en disant qu'il y a des gens des députés qui ont fait plus de 3 mandats et qui disent que la loi n'est pas rétroactive. N'est point rétroactive. C'est vrai, c'est un principe sacro-saint de la loi. La loi n'a point d'effet rétroactif. La loi ne dispose que pour l'avenir, dit-on. De ce fait, tant que le député aura plus de taux de popularité, tant que le député, moi je pense si j'étais responsable de parti,
Malheureusement, c'est ce que nous allons demander jusqu'à ce que cette loi, parce que la loi a pris effet déjà, la loi va prendre effet à partir de la législature prochaine. Tant que un député aura la possibilité d'aider son parti à ratisser l'âge parce qu'il est toujours populaire, parce qu'il est toujours en contact avec la population, ce n'est peut-être pas la réalité que nous avons dans toutes les circonscriptions électorales. Parce que j'ai dit que les enjeux varient d'une circonscription à une autre. Mais tant que le monsieur aura toute la carrure et toute la possibilité qu'il faut d'aider son parti à gagner les élections, parce qu'il serait beaucoup plus en contact avec la jeunesse, parce qu'il draine plus de monde derrière lui, parce que la population veut qu'il soit là. Les députés sont les représentants de la nation, n'est-ce pas? Donc ils représentent d'abord leur circonscription électorale, mais beaucoup plus, mais surtout toute la nation béninoise. Ils sont élus pas dans une circonscription, mais pas pour la circonscription, mais pour tout le Bénin. Est-ce que vous n'êtes pas là en contradiction avec vous-même quand vous dites que la jeunesse est capable et elle fait déjà le meilleur pour pouvoir prendre le dessus? J'allais finir de vous répondre en disant que les jeunes que nous sommes, nous travaillons aujourd'hui à être, pourquoi pas, plus populaires. On est d'accord? Pas forcément plus populaire. C'est aujourd'hui que vous avez commencé? Je dis aujourd'hui parce que nous vivons l'instant présent. On a commencé par travailler, c'est tout un processus. Si vous commencez aujourd'hui, mais qui va vouloir vous mettre sur la liste? Si vous commencez aujourd'hui, mais qui va vous faire confiance? Donc vous devez avoir le temps de faire vos preuves pour montrer que oui, celui-là, on peut lui faire confiance. Donc nous avons suffisamment travaillé, nous continuons de travailler d'ailleurs, pour que les aînés puissent nous passer le témoin. On est d'accord? Mais si tu n'es pas plus populaire que l'aîné et qu'il n'y a pas d'autre chose que tu offres mieux que l'aîné et que la loi permet encore à l'aîné de revenir pour l'intérêt de son parti et toi-même ton intérêt, parce qu'il n'y a pas que les postes sélectifs, il n'y a pas que ces avantages en politique. Alors là, on va toujours faire confiance à l'aîné. Toi-même, tu devrais normalement vouloir qu'il revienne. C'est pour cela que je profite pour dire que nous devons davantage travailler. Nous devons travailler encore et encore. Et nous devons aller au-delà de ce que nous pouvons donner. Nous devons aller au-delà de ce qu'un individu ordinaire offre à son parti politique. Ce que les gens comprennent généralement dans travailler, et puisque vous vous attachez tellement à l'aîné qui a plus de popularité, c'est ceux qui ont l'habitude de jeter un peu de billets dans la population pour se faire du monde. Ça dit que la jeunesse, puisque vous n'avez pas d'argent, mais vous avez des idées, vous ne pouvez pas réussir ce pari-là. Excusez, vous savez, depuis un temps, je sais que le président Patrice Talon, je l'ai d'ailleurs entendu dire dans l'un de ses discours, travaille pour que l'argent n'influence plus la décision de la population. La politique, peut-être l'argent pour la réalisation des gadgets, l'argent pour la logistique, parce qu'il faut forcément... Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de financer les partis politiques? Est-ce que vous en connaissez parmi ceux qui sont positionnés qui n'aient pas de l'argent ou qui n'injectent pas de l'argent pour entretenir sa popularité? J'en connais. Qui, par exemple? J'en connais, je préfère taire le nom, parce que je ne voudrais pas faire de la publicité. Mais si vous permettez, je peux aller dans les détails. Je préfère que vous taisiez le nom. D'accord. Vous continuez votre développement. Okay. Mais je ne vous crois pas de toute façon. En tout cas, j'en connais. Et si vous voulez, je peux citer des noms. Allez-y. Non, ne citez pas. Moi, j'en connais qui, au lieu de donner de l'argent, travaillent au jour le jour pour le mieux-être de la population. On travaille pour le mieux-être sans donner de l'argent? Non, mais tu peux travailler, bien sûr, pour le mieux-être sans donner de l'argent. Si, par exemple, tu organises une séance de sport et que beaucoup de personnes viennent, mais tu n'as pas donné de l'argent. Séance de sport, les trophées, c'est pas de l'argent? Non, mais c'est la promotion de la jeunesse. C'est la promotion de l'activité sportive. On est d'accord? Les gens qui ont de talent, mais qui n'ont pas trouvé un canal par lequel ils vont exprimer leur talent pour se faire, pour se mettre en valeur, vous leur offrez cette opportunité. Mais là, vous travaillez déjà, mais vous ne lui avez pas donné de l'argent, mais vous lui avez donné plus que de l'argent. Donc, il n'y a pas que le pécunier qui s'impose aujourd'hui en politique. Il y a même, c'est que nous allons même travailler pour que le pécunier le dise plus sa loi en politique. Donc, tant que ces vieux-là, qui sont peut-être là depuis 1991, qui ont déjà fait les premières, deuxième, troisième législatures, auront toujours de popularité que vous, jeunes, qui êtes normalement le fer de lance, eh bien,
vous serez toujours relégué au dernier rang et ces vieux-là seront toujours devant. Vous vous accrochez apparemment à ce seul critère de popularité. J'ai dit plus que ça. Il n'y a pas que le taux de popularité qui compte en politique. J'ai dit la jeunesse doit donner plus que ce qu'elle a. La jeunesse doit donner ce que, si toi tu es jeune et tu penses quand même, non pas arracher le poste de ton aîné, mais tu penses quand même que tu dois travailler pour inspirer confiance à cet aîné afin qu'il te passe le témoin. Tu dois travailler, tu dois militer, tu dois innover dans tes activités politiques. Est-ce que vous assimilez ça à une forme d'apprentissage où le jeune doit rester sous le vieux pendant une quinzaine d'années avant quand même de bénéficier un jour? Le nombre d'années ne compte pas parce que tous les jeunes, peut-être tous les humains n'ont pas la même capacité d'adaptation ou d'apprentissage. Ce que j'apprends en 2 ans, quelqu'un d'autre peut passer 10 ans à apprendre la même chose. Donc le nombre d'années ne compte pas, mais je crois et je voudrais le répéter encore, nous avons besoin d'apprendre auprès des aînés. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, en tout cas pour la plupart des jeunes conscients et dont j'ai connaissance. Est-ce que vous pouvez me promettre de me dire une vérité? Puisque tout ce que j'ai dit jusque-là, ce ne sont que des vérités. Oui, dites-moi, est-ce que peut-être un maire, un ministre, quelqu'un de haut rang de votre parti politique vous aurait dit, par exemple, après que vous ne soyez pas positionné, de ne pas faire trop de dégâts? Est-ce qu'on vous aurait peut-être averti? Est-ce qu'on vous pourrait peut-être dissuader de ne pas... Je crois avoir répondu à cette question, mais autrement. J'ai dit, personnellement, personne ne m'a appelé pour dire voilà les raisons pour lesquelles tu n'es pas retenu sur la liste. Personne ne m'a même envoyé de message pour dire voilà les raisons pour lesquelles tu n'es pas en liste. Donc, ma réponse a été directe. Comme vous voulez que je vous dise la vérité, je vous l'ai dit. Personne ne m'a contacté pour dire quoi. Pourquoi je vais faire du dégât si je sais que c'est mon parti qui veut gagner? Je voulais aller en liste, pourquoi? Pour représenter mon parti, pour aider mon parti à gagner les élections. Et bien que je ne sois pas positionné, je vais travailler de manière à ce que dans ma circonscription, mon parti puisse gagner tous les sièges. Et ça, c'est une promesse que je fais. Ce n'est pas une première de voir que des gens de très haut rang dans un parti politique qui a eu des discordes avec le bureau politique ou peut-être éjectés à la fin, se soient mis à jouer contre leur propre camp. Ce n'est pas la jeunesse qui fera peut-être l'exception. Si vous êtes d'une famille et que du jour au lendemain, vous quittez cette famille parce que peut-être vous n'avez pas eu un intérêt, c'est que vous n'avez pas épousé la vision de la famille. Le pourquoi vous êtes dans un parti politique, si vous perdez cela de vue, vous pouvez vous retrouver dehors à n'importe quel moment. Mais si c'est vraiment par conviction que vous appartenez à un parti politique, je crois que même si on ne vous positionne pas aujourd'hui, même si demain on ne vous positionne pas, tant que vous travaillez et vous faites tout ce que je viens de citer, un de ces jours, vous serez positionné. Donc vous êtes content de la gestion qui est faite de votre parti actuellement, à 100%? J'ai dit tantôt qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la gestion? Pourquoi nous faisons des réunions? Donnez-nous quelques pistes. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement au sein de votre parti? Nous allons évoluer dans le débat. Oui, nous allons évoluer, mais je voudrais avoir quand même cette précision. Qu'est-ce qui ne va pas et qui pourrait quand même amener à ce que les décisions n'aillent pas peut-être en faveur de la jeunesse dans leur positionnement? La jeunesse a été positionnée, je vous l'ai dit, tous les jeunes ne peuvent pas être positionnés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont positionnés sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau. On va évoluer naturellement dans le débat pour dire bien les partis de l'opposition ne sont pas restés en marge de l'actualité politique de ces derniers jours. Elles se sont mises pleinement et promettent de renverser la vapeur. Est-ce qu'il y a déjà des frissons au niveau des partis de la mouvance présidentielle quant à la participation de l'opposition à cette élection? Et pourquoi avoir de frissons? Pourquoi avoir de frissons si vous savez que nous irons tous parler à la population et que c'est sur la base du projet de société que la population va prendre ses décisions? Pourquoi avoir de frissons si vous êtes conscient que la population aujourd'hui sait, voit et vit au jour le jour le changement dans notre pays? Vous parlez bien des partis de la mouvance. Vous savez aujourd'hui que le Bénin, que tu le veuilles ou pas, et que tu sois extrémiste dans ta position ou pas,
tu dois quand même reconnaître que nous ne sommes plus au même niveau et qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans notre pays. Tu dois reconnaître qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays où beaucoup de personnes veulent aller. Tu dois reconnaître aujourd'hui que nous avons amorcé un réel développement et un développement durable. Et quand tu vas voir la population, tu n'as plus à faire de démonstration, tu n'as plus grande chose à dire. Tu diras tout simplement, en plus de tout ce qui est fait, ce que toi tu penses faire, ce que ton parti pense apporter. Nous n'avons pas à avoir peur. Romaric Sauton, parlant de mouvance et de l'opposition, au sein de la mouvance, on a l'impression qu'il y a une forme d'opposition qui est encore créée entre, par exemple, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, où beaucoup de jeunes du parti UP s'en prennent vertement aux autres leaders du parti Bloc républicain, vice-versa. Est-ce que c'est ça que vous appelez le militantisme? S'en prendre à un jeune. Parce que ça circule abondamment sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Qui se retrouve de l'autre côté, qui n'est pas de ta famille politique. Moi, je pense, et je crois l'avoir dit quelque part, que un vrai jeune, un leader, n'a pas besoin de faire lumière sur les insuffisances de l'autre. On est d'accord? Si tu as l'opportunité de le voir en face à face, tu peux le lui dire. Mais dis que tu vas discréditer quelqu'un pour montrer que c'est ta famille qui est la meilleure famille. C'est pas bien. C'est être faible d'esprit. Ce sont les esprits faibles qui agissent de cette façon. Mais tu as besoin de dire ce que toi tu veux vendre. Tu veux vendre quoi à la population? Qu'est-ce que ton parti veut faire? Ton parti a eu à faire quoi? Fait quoi présentement? Et veut faire quoi pour améliorer les conditions de vie de la population? Que cela se passe au sein de la mouvance, ça ne vous fait rien? La seule chose que je peux dire est que moi, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, je ne peux pas quand même aller sur le terrain et demander à ce que n'importe quel votant donne sa voix à un parti de la mouvance. Je vais défendre mon parti, je vais défendre ma famille. Si c'est de ça vous parlez, alors sur le terrain, il y aura toujours, comment dirais-je, il y aura toujours une bataille pour la victoire de chaque parti. On dit qu'un parti veut surfer ou prétend être le parti sous, disons, la protection du chef de l'État et se prévaut de ceci pour drainer plus de monde. Et l'autre se défend et dit non. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que c'est toujours aller conquérir l'électorat? La question que moi je vais poser, est-ce que c'est en disant que nous sommes protégés par le chef de l'État que nous aurons l'électorat? J'ai dit non. Et je le répète encore. Ce sont des détails qui n'ont pas vraiment d'importance. Moi, je profite de ce plateau pour dire ce qu'il faut faire. C'est de dire à la population ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous avez prévu de faire pour l'avenir. Évoluant de cette façon, quelles sont vos chances en tant que mouvance de faire beaucoup plus de place au niveau de l'Assemblée nationale de la législature? La mouvance. La détermination de l'opposition. La mouvance. La détermination. C'est bien. Moi, mon souhait, c'est que l'opposition participe activement à cette élection afin que la fête soit belle. Afin qu'on reconnaisse réellement que quelque chose a changé dans le pays. Mais pour ceux qui sont encore sceptiques, pour ceux qui, quand bien même ils voient, ne veulent pas reconnaître cela. Vous savez. Reconnaître quoi? Reconnaître que le pays avance et il n'y a que ce régime qui aujourd'hui bouge vraiment les lignes et garantit un avenir meilleur pour notre pays. Ah bon? Peut-être d'autres régimes viendront plus tard, faire mieux, c'est le souhait. Mais nous avons eu le temps quand même de démontrer, nous continuons toujours de démontrer que ce qui compte, ce n'est pas normalement les tapages, ce ne sont pas les tapages, ce ne sont pas les faux bruits qu'on faisait autrefois. Et dans le même temps, vous-même, vous reconnaissez qu'on a besoin d'une élection inclusive? Mais bien évidemment, les élections ont toujours été inclusives. Ah bon? Les élections ont toujours été inclusives. Si vous ne vous conformez pas, si vous vous dites être de l'opposition et que vous, quand même vous êtes conscient que les textes ont dit clairement telle chose et vous ne prenez pas les dispositions pour vous conformer à ce que les textes ont dit, alors vous faites tout pour vous exclure vous-même de la liste ou de la compétition. Mais l'inclusion, c'est quoi? C'est la conformité aux tests. Nous devons nous conformer. C'est pour cela que je voudrais profiter pour demander à l'opposition, aux membres de l'opposition, de se conformer, de faire tout pour remplir toutes les conditions, pour ne rien se reprocher
afin que la fête soit belle. Moi, je veux... Et quand vous demandez votre quitus fiscal qui devait être délivré selon le code électoral en 3 jours et que ça fait plus d'une semaine, vous ne l'obtenez pas, comment est-ce que vous pouvez justifier cette conformité-là? Écoutez, moi, j'ai fait au moins 10 jours avant d'avoir mon quitus fiscal. J'ai fait au moins 10 jours. Quand les choses sont claires, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a aucun bien imposable. On est d'accord? Quelqu'un qui n'a aucun bien imposable et qui demande son quitus fiscal, la direction de la DGI appelle et se renseigne sur sa situation. La DGI vérifie et dans le délai normal, vous avez votre quitus fiscal. Maintenant, s'il se fait que vous avez d'autres choses, des biens imposables ou même des entreprises où vous êtes bien conscient que vous cachez des choses. Mais aujourd'hui, tout est digitalisé. En tout cas, les choses sont en train d'être davantage digitalisées afin que les directions puissent avoir de la matière pour contrôler toutes choses. Mais ceux qui parlent, ceux qui prononcent ces discours que vous entendez un peu partout, mais vous écoutez ce qu'ils disent. Le porte-parole du gouvernement ne donne pas la même explication que vous. Hein. Selon lui, c'est à cause du flux que ça peut connaître ce retard. Non, mais il n'y a pas que ce que je dis. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un élément qui est aussi très important. Le flux, je suppose que d'habitude, ça doit faire normalement 72 heures et il y a 10 personnes qui ont fait la demande. Et pour estimer le délai que doit faire votre demande pour que vous soyez satisfait, ils ont tenu compte de la routine. D'habitude, quand quelqu'un demande, voilà le temps que ça fait, si nous avons 100 demandes. Mais si, là où vous devez avoir 100 demandes, vous avez 2000 demandes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez qu'examiner chaque demande, étudier chaque demande. Et ça va vous prendre plus de temps que d'habitude. On vous aura compris, M. Romaric Soton. Votre mot de la fin. Je voudrais remercier Golf TV pour cette opportunité qu'elle m'accorde en m'invitant aujourd'hui sur ce plateau. Et parce que ça nous a permis non seulement de dire notre vérité, mais également de parler directement à la population béninoise. Et je voudrais inviter la jeunesse béninoise à se prendre davantage au sérieux. Nous nous prenons déjà au sérieux, mais il faut qu'on le fasse davantage. Et il faut qu'on innove surtout en politique. Il faut que nous puissions vraiment prendre nos responsabilités et surtout écouter les aînés, prendre conseil et mettre en application ces conseils. Pour finir, je voudrais aussi remercier tous les militants, tous les amis qui peut-être hier nous ont fait confiance et espéraient nous voir en lice, leur dire que nous ne sommes pas en lice, mais il n'y a pas que cette possibilité pour représenter la jeunesse. Il y a encore plusieurs autres opportunités, tant pour moi, tant pour les jeunes qui toujours travaillent pour l'enracinement, pour le rayonnement, pour la vie de leur parti politique. Et nous allons travailler pour l'atteinte des objectifs dès les prochains jours. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai eu le plaisir de co-animer cette émission avec Aristide Kanoussou. Merci Aristide. Merci à vous Gauthier Serodé, merci à Romaric Soton. Et il faut dire qu'il vous donne rendez-vous en 2026, naturellement. Merci. Mesdames et messieurs, législative 2023, les positionnements sources de frustration, c'est à cette question que nous avons répondu tout au long de cette émission que vous avez suivie sur Golf TV Africa, sur Golf FM Africa et sur l'ensemble de nos réseaux, sur YouTube et sur Odyssée. Notre invité, Romaric Soton, conseiller municipal suppléant, apporte nouveau ancien coordonnateur national du projet Talon Caution 2021. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Golf TV Africa. Restez donc avec nous.
conférences, colloques, séminaires,